Bonjour à tous et bienvenue dans Opinion, consacrée aujourd'hui au procès de Jean-Pierre Bemba qui s'ouvre devant la Cour pénale internationale. L'ancien vice-président de la République démocratique du Congo est accusé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, notamment pour des viols, des pillages et des meurtres commis par sa milice entre 2002 et 2003 en République centrafricaine. Pour comprendre les enjeux et la portée de ce procès, avec nous en plateau, Manuel Echliman, l'un des avocats de Jean-Pierre Bemba, et face à vous, donc Florent Gel, responsable du bureau Afrique de la FIDH. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Alors, un des proches du procureur de la CPI dit que ce procès doit avoir une valeur d'exemple. Qu'est-ce que vous inspire cette réflexion ? Ça m'inquiète toujours quand un proche de procureur parle de valeur d'exemple, parce que nous, tout ce qu'on veut, c'est que la justice soit faite, que le droit passe et que la vérité soit dite. Donc, quand on commence à annoncer à l'avance qu'un procès doit avoir valeur exemplaire, tous les procès doivent être exemplaires, pas seulement celui-là. Ce qu'il disait très précisément, c'est qu'il faut que les chefs militaires qui laissent leurs hommes violés sachent qu'ils peuvent être poursuivis, parce que finalement, c'est la première fois qu'une personne est accusée pour des crimes qu'elle n'a pas commis elle-même, mais ses soldats. C'est-à-dire que c'est la responsabilité du chef hiérarchique, du chef militaire, qui est visé là contre M. Jean-Pierre Bemba. C'est symbolique pour cette raison-là. C'est symbolique aussi parce que c'est la première fois au sein de la Cour pénale internationale et au sein d'une juridiction internationale que des crimes sur les violences sexuelles, c'est-à-dire que l'utilisation du viol comme une arme de guerre principale et sont considérés comme les charges principales d'un procès. Et donc c'est un petit peu un signal envoyé effectivement à toutes les milices et à tous les chefs militaires du monde de dire on ne peut pas tout faire, pas n'importe quoi. Et effectivement, en tant que vice-président d'un grand pays qui est la RD Congo, la RDC, effectivement le symbole est assez fort et assez lourd. Par contre, évidemment, comme le dit Maître Echliman, on est évidemment d'accord, la question n'est pas simplement le symbole, mais aussi le symbole doit être dans l'exemplarité du procès. Et je crois que là, la défense est correctement assurée, en tout cas, Maître. Ouais, Merci. Manuel Echliman, le fait qu'on lui reproche des crimes qu'il n'a pas commis lui, mais qu'ont commis ses hommes, c'est votre ligne de défense, finalement, c'est là-dessus que vous allez... Déjà, dans un premier temps, on a été très surpris et méchamment surpris, et même très peiné et fâché de constater que l'accusation accusait Jean-Pierre Bemba, à titre personnel, d'avoir commis personnellement lui-même les différentes exactions dont on parle. Et il a suffi effectivement de peu de temps pour que la défense puisse démontrer que ça n'était pas le cas et que l'accusation revienne sur ces accusations initiales. Je crois que c'est déjà un élément important et un élément aussi inquiétant. C'est-à-dire qu'on était parti sur des espèces d'idées préconçues sur le rôle de Jean-Pierre Bemba, qu'il a fallu peu de temps à mettre à mal. Néanmoins, est-ce qu'il reconnaît qu'il était au courant de ces crimes ? Non, Jean-Pierre Bemba... En tant que chef des milices, non ? Non, c'est-à-dire que Jean-Pierre Bemba était d'abord loin des faits eux-mêmes. L'administration, il ne faut pas confondre l'administration de son mouvement du MLC qui était au pays, au Congo, et puis les troupes qui ont été envoyées là-bas, et qui, dès lors qu'elles étaient là-bas, étaient sous l'autorité des chefs militaires de Centrafrique, des chefs politiques, et donc en tout état de cause, aucunement responsables de quoi que ce soit. C'est ce que l'on dit, c'est ce que l'on clame depuis maintenant plusieurs années. Ça n'a pas empêché, pour l'instant, Jean-Pierre Bemba de faire l'objet d'une privation de liberté, que le procureur a évoqué sous prétexte de risque de fuite. Or, à ce jour, on n'a eu aucune preuve avancée par le procureur de ce risque de fuite. C'est dire l'arbitraire dans lequel on se trouve pour l'instant. Florent Gel, ça vous paraît plausible que Jean-Pierre Bemba n'ait pas été au courant des crimes commis par ses milices ? Très peu probable, parce qu'il y a quand même un principe fondamental du droit international qui est de dire qu'un chef militaire est responsable des actes de ses troupes. Soit il n'était pas au courant, et dans ces cas-là, il aurait dû les sanctionner. Il a organisé des pseudo-procès par la suite en disant « j'ai sanctionné ». Ça veut dire qu'il était au courant, ça veut dire qu'il a compris la valeur et la portée des actes que ses troupes avaient commises et qu'il a essayé de se soustraire à cette justice en organisant des pseudo-procès. Soit il était au courant, et dans ces cas-là, effectivement, l'accusation qu'il requiert en tant que chef militaire est tout à fait fondée. En tout cas, les preuves semblent là, le procès nous le dira, mais je crois que ce n'est pas une inculpation erronée et que le fait que Jean-Pierre Bemba soit à La Haye et sa place, il pourra tout au moins s'expliquer. Quant à la privation de liberté, je rappelle quand même que la Cour révise tous les 120 jours la décision de savoir si on doit garder ou pas M. Jean-Pierre Bemba
en détention provisoire. Il s'avère que nous, à la FIDH, on a quand même une expérience malheureuse de personnes qui sont libérées, qui sont accusées de crimes internationaux et qui utilisent ces moments-là pour prendre la fuite. Donc la détention provisoire est malheureusement une mesure de privation de liberté regrettable, mais qui, quelquefois, dans certains cas, est appliquée, même si elle doit être appliquée à de hauts responsables politiques. Alors, chef de ministre, Jean-Pierre Bemba a aussi été vice-président de la République démocratique du Congo. D'après vous, est-ce qu'il y a un volet politique à ce procès? Assurément, oui, il y a un volet politique. Juste avant de répondre sur cette question, je veux bien revenir sur ce que disait mon interlocuteur. Effectivement, la FIDH elle-même a évoqué la responsabilité de principe, je ne parle pas de Jean-Pierre Bemba, mais de principe, dans un rapport intitulé « Crimes de guerre en République centrafricaine. Quand les éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre ». Et en page 32, on voit effectivement que la FIDH évoque très clairement, de façon déconnectée encore une fois, hein, mais très, très clairement, la réalité des choses, c'est-à-dire d'expliquer que ceux qui ont la responsabilité des troupes sont les chefs militaires, et en citant effectivement la constitution de la République centrafricaine, de dire que les chefs sont les chefs militaires et les chefs politiques de Centrafrique. Vous contestez? Oui, c'est non, mais au contraire, j'approuve effectivement que la FIDH ait cité cet article. Que M. Ange-Félix Patassé a sa place dans le box des accusés à La Haye, nous sommes tout à fait d'accord. Oui. Est-ce que ça exclut la responsabilité de Jean-Pierre Bemba? Je ne le pense pas. Ces troupes, je crois, c'est un fait qui n'est pas contesté, étaient en République centrafricaine. Un chef militaire qui n'a pas le contrôle sur ses troupes, est-ce un chef militaire? Alors, c'est pas le fait d'exclure la responsabilité de Jean-Pierre Bemba que j'évoque là en citant ce rapport qui est le vôtre. C'est simplement d'abord de dire quelle est la légitimité de ce procès, alors que vous, comme nous, considérons que les principaux responsables ne sont pas là. Et vous parlez de Patassé, et c'est bien là le problème. L'ancien président. Je pense qu'il est effectivement dans l'intérêt de la FIDH comme de la défense, et de tout le monde d'ailleurs, hein, de ceux aussi qui ont créé cette cour de La Haye, que la vérité soit dite, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une légitimité à la décision finale qui soit rendue. Or, quelle est la légitimité quand on commence un procès sans que le principal auteur ne soit convoqué? Enfin, c'est là le problème. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un doute, quelle que soit l'issue, même si l'issue est favorable aux thèses de la FIDH, il y aura toujours un doute. On dira, mais le principal responsable n'a même pas été convié. Or, l'échange de vérité, la démonstration de la vérité, elle doit se faire en partie prenante de tout le monde. Et c'est ça le souci que l'on a aussi. C'est l'objectif de tous. Pour autant, exclure la responsabilité de Jean-Pierre Bemba de ce procès, de sa responsabilité en République centrafricaine, n'est pas le sens du propos des rapports de la FIDH. Il y en a un, mais il y en a eu 5 ou 6 qui rappellent et qui précisent les thèses de la FIDH, qui sont les suivantes, qui sont les thèses en faveur des victimes surtout. Pour nous, peu importe que ce soit Jean-Pierre Bemba, Ange-Félix Patassé ou Tartampion, pour nous, le principal, c'est que les victimes qui aujourd'hui souffrent, qui ont le sida, qui ont été violées, qui sont encore stigmatisées, que ces personnes puissent obtenir justice, voient des responsables militaires, politiques, ne pas être exonérés de leur responsabilité, encore une fois. Des victimes qui vont d'ailleurs témoigner de façon anonyme, enfin de façon cachée en fait. Elles sont encore en danger, ces victimes, aujourd'hui? Elles sont encore en danger, elles sont encore même stigmatisées pour leur appartenance, pour avoir été victimes. Et c'est ce qu'on a appelé la double peine pour les victimes aussi. Elles étaient victimes une première fois, de nouveau stigmatisées, et aujourd'hui, un certain nombre meurent du sida, de complications psychologiques, etc. Donc c'est très compliqué pour elles à vivre ce procès, mais elles ont une participation massive, puisque 745 victimes, je crois, aujourd'hui, sont parties civiles dans ce procès, une sorte de partie civile au niveau international, ce qui montre une participation massive des victimes à ce procès. Ce qui est moins le cas sur les autres procès devant la Cour pénale internationale, puisque pour les 3 procès en RDC, il y a environ entre 100 et au plus 400 victimes qui participent. Alors revenons à l'aspect peut-être politique de ce procès. Je rappelais tout à l'heure que Jean-Pierre Bemba avait été vice-président en fait de la République démocratique du Congo. Pour vous, Maître Aeschlimann, ça a son impact sur ce procès? Oui, ça a son impact. C'est pour ça que quand j'entendais mon interlocuteur tout à l'heure dire qu'il fallait que les victimes soient reconnues comme victimes, évidemment, ça, personne n'en doute. Hein. Mais pour qu'elles soient reconnues comme victimes, encore faut-il qu'on ne prenne pas le premier Jean-Pierre Bemba venu de passage en disant c'est lui le coupable. Je pense que l'intérêt des victimes aussi, et en tout cas de ceux qui les défendent, c'est de démontrer qui est le vrai responsable de ce qui s'est passé. Donc, et en l'occurrence, nous considérons que ce n'est pas Jean-Pierre Bemba. Oui, d'une part. D'autre part, effectivement, pour répondre à votre question,
Évidemment, Jean-Pierre Bemba est quelqu'un d'extrêmement populaire au pays, quelqu'un qui, s'il est candidat au présidentiel, s'il a la possibilité matérielle et physique de le faire, a toutes les chances d'être élu président. Donc évidemment, il y a un volet politique là-dedans. J'entendais ce matin sur RFI Florence Hartmann, qui est quelqu'un qui est de référence en matière de justice internationale, qui disait, comme je le pense d'ailleurs moi, que dorénavant maintenant, avec le procès qui s'ouvre, c'est le droit qui va être dit, et d'ailleurs les avocats doivent travailler en droit et pas en influence ni en politique. Par contre, elle disait elle-même qu'avant que le procès ne s'ouvre, il y a beaucoup d'influences politiques qui jouent, il y a beaucoup de choses qui se passent sur le montage de l'accusation, sur le fait de décider qu'un tel, il sera parti et puis finalement pas l'autre. Et c'est là tout le problème que l'on a, parce que finalement les choses se jouent pour l'instant sur ce montage-là. C'est ça, parce qu'il y a des élections donc, l'année prochaine en fait. Il y a des élections l'année prochaine. Elles vont avoir un impact sur ce procès, d'après vous, Florent Gilles ? Les élections forcément. Là, il est vrai que la situation politique est très particulière en République démocratique du Congo. Jean-Pierre Bemba est un acteur politique. Vous reconnaissez le volet politique de ce procès d'ailleurs ? Il n'y a pas à reconnaître, c'est un fait. Et qui est apprécié à sa juste valeur. Pour autant, est-ce qu'une personne qui est suspectée présumée d'avoir commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité peut se présenter à l'élection présidentielle? Et je dirais que ça vaut pour l'ensemble des candidats en République démocratique du Congo. Donc pour nous, il n'y a pas de règlement de compte politique à l'encontre de Jean-Pierre Bemba. S'il ne s'agissait qu'à nous, à la FIDH, je crois qu'il n'y aurait pas que Jean-Pierre Bemba qui pourrait se retrouver devant une cour internationale. Il y a évidemment Ange Félix Patassé, très clairement. Et pourquoi pas, en tout cas c'est ce qu'on a présenté dans un certain nombre de rapports sur la République démocratique du Congo. Le régime Kabila est aujourd'hui en train de pourchasser des militants politiques du MLC, du mouvement de Jean-Pierre Bemba. Donc vous voyez, on n'est pas à sens unique dans cette dénonciation des violations des droits de l'homme, qui est notre pur intérêt. C'est pour ça qu'on se bat. Donc, dénonciation, malheureusement, de tous les côtés, de l'instrumentalisation politique de ce procès, ou le fait de pourchasser des militants politiques du camp adverse. Alors, Jean-Pierre Bemba est le 4e Congolais à passer devant les juges de La Haye. Les autres 3 étaient impliqués dans des affaires, des crimes de guerre au Congo même. Est-ce qu'on en a fini avec les démons du passé, ou au contraire, est-ce que ça continue la situation en RDC? On entend quand même régulièrement encore des rapports sur des enfants soldats, sur des viols au Kigou, sur des milices ougandaises qui interviennent. Alors, je dirais qu'il y a 2 grands volets. Il y a les crimes du passé et les crimes d'aujourd'hui. Concernant les crimes d'aujourd'hui, la Cour pénale internationale est toujours saisie de la situation en République démocratique du Congo et doit poursuivre ses enquêtes sur les crimes qui sont commis notamment dans les Kivu aujourd'hui et qui sont quand même très graves, et notamment sur les crimes sexuels qui atteignent des niveaux de records complètement délirants. En nombre et dans l'horreur en fait. Absolument, absolument. Et puis les crimes du passé, ceux qui se sont commis notamment avant l'entrée en vigueur de la Cour pénale internationale, donc je le rappelle le 1er juillet 2002, et qui ont fait l'objet d'un rapport qui s'appelle le rapport Mapping, c'est son petit nom international, et qui a été commandité par le Haut Commissariat pour les droits de l'homme, et qui rappelle que là, il y a eu des crimes massifs, systématiques, et même des actes qu'on pourrait considérer comme des actes de génocide, qui doivent être qualifications qui doivent être validées par une juridiction indépendante, mais qui démontrent l'importance des crimes qui ont été commis. Et pour ces crimes-là, on demande effectivement à toutes les ONG internationales et congolaises qu'un tribunal ad hoc, que des juridictions nationales au Congo ou dans les autres pays de la sous-région puissent juger ces crimes qui sont atroces, car sans lutte contre l'impunité, on ne pourra pas avoir de paix dans ce pays, ni aujourd'hui, ni demain. Je vous remercie beaucoup, en tout cas à tous les deux. C'est la fin de cette émission. On suivra sur notre antenne avec beaucoup d'attention les suites du procès et l'ouverture du procès de Jean-Pierre Bemba. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver notre émission sur Internet, france24.com, en français, en anglais et en arabe. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.